Bienvenue sur la chaîne Frisson Nocturne, l'endroit où l'ombre prend vie et où les histoires les plus terrifiantes attendent d'être découvertes. Ici, chaque minute qui passe nous rapproche d'un monde où le réel et le surnaturel se confondent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, car la nuit cache bien plus de mystères que vous ne pouvez l'imaginer. Petite, j'avais entendu dire que dans mon quartier se tenait un tribunal étrange, connu sous le nom de tribunal de la nuit, appartenant aux forces mystiques, dont loi n'était que des déformations démoniaques de la parole de Dieu, et ses sentences étaient cruelles. Et là, chaque âme était accusée selon des critères tortueux. Pour celles qui avaient péché sans repentance, le verdict était implacable. Elles seraient vendues aux forces du mal. Cependant, un souffle d'espoir résidait dans une vérité simple. Le repentir sincère, par la prière adressée à Jésus-Christ, pouvait renverser les horreurs du tribunal. Et pour ma part, ce n'était qu'une histoire inventée pour effrayer les enfants. Alors une nuit étant couchée, j'ai vu mon esprit se détacher de moi. Et mon âme innocente mais pécheresse était conduite devant un juge. Je tremblais, consciente de mes fautes. Mais je me souvenais des prières de mes proches qui m'avaient confié à la miséricorde de Jésus. Leur foi était mon ultime espoir. En entendant mes cris désespérés, le ciel s'ouvrit. Les prières montèrent comme un parfum agréable devant Dieu, et le feu du Saint-Esprit descendit en furie, consumant le tribunal et ses juges démoniaques. Les âmes fidèles furent libérées, tandis que les ténèbres s'évanouirent. Certaines, par la grâce de Dieu, furent sauvés malgré leurs doutes, tandis que d'autres périrent, leur rejet de la foi, scellant leur destin. Le tribunal de la nuit fut détruit, ses structures calcinées par la puissance divine. Une voix céleste déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Les âmes rachetées découvrirent la lumière de la rédemption. Mon témoignage est un appel vibrant à la foi et à la repentance. Car dans les ténèbres les plus profondes, seule la lumière de Jésus-Christ peut offrir la délivrance. Nichée à l'orée d'une forêt dense et oubliée, une vieille maison en pierre se dresse, rongée par le temps et le mystère. Personne dans le village voisin n'ose s'en approcher. Ses murs sont fissurés, envahis par des vignes mortes qui semblent ramper comme des veines sur une peau fanée. Pourtant, c'est à l'intérieur que réside l'horreur véritable. Ceux qui ont osé franchir son seuil n'ont jamais été revus. La légende raconte que cette maison appartenait à une famille qui y vécut il y a plus d'un siècle. Les Delevingne, une famille autrefois respectée, y emménagèrent avec leurs 2 enfants, un garçon nommé Louis et sa petite sœur, Laure. Tout semblait paisible jusqu'à ce que les villageois commencent à entendre des murmures provenant de la maison la nuit. Des voix lointaines, insaisissables, qui résonnaient à travers les arbres comme des prières maudites. Au début, les Delevingne n'y prêtèrent guère attention, mettant cela sur le compte du vent sifflant à travers les fissures des murs. Mais bientôt, ces murmures devinrent plus clairs, plus distincts. Ils semblaient appeler Louis et Laure par leur nom, chuchotant des secrets impossibles. Les enfants, effrayés, se plaignaient de présences invisibles dans leur chambre, de silhouettes qui se tenaient au pied de leur lit, les observant dans le noir. Un soir, la mère de Louis et Laure, prise de panique, tenta de quitter la maison avec ses enfants. Mais dès qu'ils franchirent la porte d'entrée, ils furent pris d'une terreur glaciale, comme si une force invisible les enserrait, les forçant à revenir à l'intérieur. Le père, quant à lui, devint de plus en plus distant, errant dans la maison comme un spectre, murmurant des mots incompréhensibles au mur. Peu après, toute la famille disparut. Les voisins, intrigués par leur absence, découvrirent la maison vide. Mais le plus troublant était l'état des lieux. Des mots gravés profondément dans les murs, comme si des ongles en avaient arraché la pierre. Ils nous observent. Ils nous veulent. Nous ne pouvons partir. Depuis ce jour, la maison est restée abandonnée. Mais les murmures n'ont jamais cessé. Les quelques curieux qui se sont aventurés à l'intérieur ont raconté avoir entendu des voix venant des murs, des voix qui semblaient parler de douleur, de trahison et de mort.
Pire encore, certains ont affirmé avoir vu des ombres fugaces se glisser hors de leur champ de vision, comme si la maison elle-même était vivante. Mais personne ne parle plus de l'horreur ultime. La nuit où une famille entière s'est installée dans le village voisin. Ils étaient 3, un homme, une femme et leur jeune garçon. Tout semblait normal jusqu'à ce que l'enfant commence à murmurer des noms inconnus dans son sommeil. Un soir, il chuchota « Nour ». Il y a un village caché au cœur d'une forêt dense, un endroit oublié par le temps et par les hommes. Au centre de ce village, un puits, vieux de plusieurs siècles. Aucun habitant ne s'approche de cet endroit, sauf pour avertir les voyageurs égarés de ne jamais regarder à l'intérieur. Le puits est entouré de légendes obscures, mais la plus troublante reste celle d'un jeune garçon disparu des années auparavant. Selon les anciens, le puits n'a pas de fond. Tout ce qui y est jeté disparaît sans trace, mais ce n'est pas ce qui terrifie les villageois. Ce qui fait frissonner ceux qui osent s'en approcher, c'est ce qui semble murmurer bien en dessous des ténèbres dans les profondeurs insondables. Un jour, Élodie, une jeune femme curieuse, décide de déménager dans ce village pour échapper à la frénésie de la ville. Les avertissements des villageois la laissent sceptique, une simple superstition, pense-t-elle. Mais une nuit, poussée par une force inexplicable, elle se retrouve face au puits, une vieille corde enroulée autour de sa main. Elle s'en veut d'être venue, mais quelque chose, une voix lointaine, la supplie de descendre. Les premiers mètres sont calmes, mais plus elle descend, plus la corde semble peser lourd. Les ombres l'enveloppent, étouffant chaque son. Soudain, un souffle glacé lui frôle la nuque, la forçant à s'arrêter net. Puis elle entend des murmures, des voix enfantines, faibles, mais bien présentes. Les mots sont indistincts, mais leur intonation est sinistre. Ce n'est plus une descente, c'est une chute lente dans les entrailles de quelque chose d'inconnu. L'obscurité devient presque tangible. C'est alors qu'elle aperçoit une lueur en dessous d'elle. Un petit garçon se tient là, au bord de l'impossible, les yeux vides et la peau marbrée de noir. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit-il d'une voix déformée. Puis, avant qu'elle puisse réagir, d'autres visages émergent des ténèbres autour d'elle. Des enfants, au corps tordu, piégés dans une danse macabre. Ils essayent de l'attraper, leurs mains tendues. Élodie panique, tire sur la corde, mais elle est prise dans l'étreinte des ombres. Chaque seconde passée dans le puits la rapproche du néant, où les âmes perdues l'attendent. Le garçon s'avance lentement, son visage se métamorphosant en un masque terrifiant. « Tu es des nôtres maintenant. » Alors qu'elle hurle, la corde se brise, et Élodie disparaît, avalée par les ténèbres du puits sans fond, pour ne jamais refaire surface. Le lendemain, les villageois découvrent la corde déchirée près du puits, un silence pesant envahissant l'air. Ils savent ce que cela signifie. Une autre âme a été prise, et bientôt le puits murmurera à nouveau. C'était une matinée d'automne, et le ciel, bas et gris, pesait sur la petite ville de Lorms. Clémentine, une femme dans la trentaine, aimait flâner dans les marchés aux puces, à la recherche d'objets rares et insolites. Ce jour-là, elle s'aventura dans un vieux marché situé à la périphérie, à moitié déserté et envahi par les herbes folles. Parmi les étals de bric-à-brac poussiéreux, son regard fut attiré par une étrange boîte en bois sculpté. Elle était petite, mais finement travaillée, ornée de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Le vendeur, un vieil homme dont le visage était à moitié dissimulé par un chapeau de paille, se tenait silencieusement derrière. Lorsqu'elle demanda son prix, il esquissa un sourire mystérieux. « C'est un objet ancien, très ancien, mademoiselle. Il a vu passer plusieurs vies, mais personne n'a jamais vraiment su à quoi il servait. Je vous laisse pour quelques euros, si vous y tenez. » Sonnée par la réponse énigmatique, Clémentine accepta, fascinée par la beauté de l'objet. Ce n'était qu'une boîte, après tout. Une décoration unique pour son salon. Elle paya le vendeur, qui la regarda partir avec une étrange insistance, comme s'il voulait dire quelque chose, mais se retint. De retour chez elle, Clémentine plaça la boîte sur une étagère de son salon. La soirée était tranquille. Une pluie fine martelait doucement les fenêtres,
créant une ambiance feutrée. Mais dès qu'elle éteignit les lumières pour se coucher, un frisson inhabituel la parcourut. Elle missa sur le compte de la fatigue et ferma les yeux. À 3 heures du matin, Clémentine fut réveillée par un bruit léger, presque imperceptible. C'était comme un chuchotement qui traversait la maison. En se redressant dans son lit, elle réalisa que le son semblait provenir du salon. Elle descendit, le cœur battant, mais ne trouva rien d'anormal. Pourtant, une chose la dérangeait. La boîte. Elle était légèrement entr'ouverte. Surprise, elle se rappela pourtant l'avoir fermée. Mais sans y prêter trop d'attention, elle la referma soigneusement et remonta se coucher. Les nuits suivantes furent marquées par des événements de plus en plus dérangeants. Les chuchotements devenaient plus nets, comme des voix. Des objets changeaient de place sans raison, des ombres semblaient danser à la lisière de sa vision. Le plus troublant était la boîte. Chaque nuit, elle se retrouvait ouverte, à moitié béante, bien que Clémentine la refermât chaque jour. Un matin, à bout de nerfs, elle décida d'examiner l'intérieur de la boîte. Elle était vide. Cette nuit-là, les rêves vinrent. Clémentine se retrouva dans un endroit sombre et humide où l'air était lourd de pourriture. Elle avançait dans un tunnel au mur visqueux, sentant une présence la suivre, mais chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait rien. À la fin du tunnel, elle découvrit une silhouette, indistincte, qui tendait les bras vers elle. Un murmure s'éleva alors. « Tu m'as trouvé. Maintenant, nous sommes liés. » Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Le lendemain matin, elle remarqua quelque chose d'inquiétant sur ses bras. Des marques, semblables à des griffures, s'étiraient sur sa peau pâle. Clémentine essaya de se débarrasser de la boîte. Elle la jeta dans la poubelle, mais le lendemain, elle était à nouveau sur l'étagère, comme si elle n'avait jamais bougé. Elle tenta de la brûler, mais le bois ne prit pas feu, comme si une force invisible le protégeait. Une nuit, elle sentit une présence dans sa chambre. Paralysée par la peur, elle ne put bouger. Un souffle glacé passa près de son visage, et une voix gutturale murmura à son oreille. « Je suis ici, avec toi. Tu ne peux pas fuir. » Les ombres dansaient autour de son lit, se matérialisant en silhouettes humanoïdes aux yeux vides. Clémentine comprit alors que la seule issue possible était d'accepter l'objet. Elle s'assit face à la boîte, la prenant entre ses mains tremblantes. Les voix, maintenant claires, murmuraient dans une langue ancienne, l'invitant à ouvrir le dernier verrou. Avec un soupir résigné, elle ouvrit la boîte une dernière fois. Une brume noire s'échappa, se répandant dans la pièce comme une marée montante. Clémentine sentit une main glaciale se refermer sur son cœur. Tout devint froid, puis noir. Elle tomba au sol, la bouche ouverte en un cri silencieux. Le lendemain, ses amis la retrouvèrent dans son salon, les yeux grands ouverts, figés dans la terreur. La boîte était là, bien refermée, comme si rien ne s'était jamais passé. Personne ne comprit ce qui était arrivé. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, ceux qui venaient chez elle disaient sentir un étrange frisson en passant près de l'étagère, et certains juraient entendre des chuchotements à l'approche de la boîte. La boîte attendait. Un nouvel acquéreur, une nouvelle victime. L'objet de cauchemar ne meurt jamais. C'était un soir d'automne, froid et brumeux, lorsque Marc et Julie, un jeune couple, décidèrent de prendre la route Clinton pour rentrer chez eux après une soirée entre amis. Ils connaissaient la réputation de la route, mais pensaient que c'était juste des histoires pour effrayer les touristes. Julie aimait particulièrement les légendes urbaines, et tandis qu'ils roulaient lentement à travers la route sinistrement calme, elle n'arrêtait pas de taquiner Marc à propos des histoires qu'elle avait lues. « Alors, tu crois qu'on va voir la fameuse dame en blanc ce soir? Peut-être qu'elle a besoin d'un chauffeur, plaisantait-elle, tout en regardant par la fenêtre embuée. Marc, agacé mais souriant, répondit « Si on la voit, on lui demandera son chemin. Elle doit connaître la route mieux que nous. » Mais plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère changeait. La brume se levait, enveloppant la route d'une épaisse couverture opaque, rendant la visibilité de plus en plus difficile. Le silence, habituellement rassurant, devint oppressant. Marc ralentit, plissant les yeux pour percer le brouillard devant eux. C'est alors qu'ils la virent. À quelques mètres devant eux, juste au bord de la route,
Une silhouette apparaissait lentement, comme si elle émergeait du brouillard. C'était une femme, entièrement vêtue de blanc, avec une longue robe ancienne qui flottait légèrement derrière elle. Ses cheveux sombres étaient mouillés, tombant en mèches désordonnées autour de son visage pâle. Elle se tenait là, immobile, son regard fixé droit devant elle comme si elle ne les voyait pas. Marc freina brusquement, le cœur battant à tout rond. C'est elle, murmura Julie, terrifiée, ses yeux écarquillés. La femme ne bougeait toujours pas, et la voiture s'arrêta à quelques mètres d'elle. L'espace autour d'eux semblait déformé, comme si le temps s'était suspendu. Le brouillard devint plus épais, et une odeur de terre mouillée et de décomposition envahit l'habitacle. Marc, pris d'une impulsion inexplicable, abaissa la vitre pour appeler la femme. « Vous avez besoin d'aide? Vous êtes blessé ?» Sa voix tremblait légèrement. La femme tourna alors lentement la tête vers eux. Ses yeux étaient vides, deux orbites noires et profondes, et son visage, bien que humain en apparence, portait une expression figée de tristesse et de douleur. Elle ouvrit légèrement la bouche, mais aucun son ne sortit. Pourtant, Marc et Julie ressentirent un froid glacial envahir la voiture, comme si l'air autour d'eux avait soudainement gelé. Soudain, la femme disparut. Elle ne s'était pas éloignée, ni n'était tombée dans le brouillard. Elle s'était tout simplement volatilisée. Marc accéléra immédiatement, la panique s'emparant de lui. Julie, elle, était figée dans le siège, incapable de parler, ses mains tremblantes. Ils roulèrent vite, espérant sortir de la route le plus rapidement possible. Mais à mesure qu'ils avançaient, la route semblait s'étendre à l'infini. Le GPS ne fonctionnait plus, et aucun panneau de signalisation n'était visible. Alors qu'ils pensaient avoir laissé cette apparition derrière eux, Marc aperçut quelque chose dans son rétroviseur. La femme en blanc était là, assise sur la banquette arrière. Ses orbites vides les fixaient à travers le miroir. Un sourire déformé apparut sur ses lèvres, alors qu'elle se penchait lentement vers Marc, sa main translucide tendue vers son épaule. Julie se tourna, sentant la présence derrière elle, et poussa un cri strident en voyant l'apparition dans la voiture. « Accélère, vite !» hurla-t-elle, en se recroquevillant sur son siège, incapable de détourner les yeux du spectre. Marc appuya sur l'accélérateur, mais plus il accélérait, plus la route semblait se tordre sous eux, comme un cauchemar dont ils ne pouvaient s'échapper. Les arbres de la forêt paraissaient s'étirer, leurs branches noires s'entremêlant pour former un tunnel de ténèbres. Le fantôme de la femme se rapprochait, sa main glacée touchant presque le cou de Marc. Soudain, un virage brusque apparut, et Marc tourna violemment le volant. La voiture quitta la route, s'écrasant contre un arbre dans un bruit assourdissant. L'impact fut violent, mais ni Marc ni Julie ne perdirent connaissance. Ils étaient choqués, désorientés mais indemnes. Le silence revint soudainement, interrompu seulement par le tic-tac régulier des gouttes de pluie sur le toit de la voiture. Julie, le souffle coupé, se retourna lentement. La femme en blanc avait disparu. Il ne restait plus rien d'elle, ni dans la voiture, ni sur la route. Ils sortirent de la voiture, tremblants en vérifiant leurs blessures. La forêt autour d'eux était redevenue silencieuse, presque apaisante. Mais alors que Julie regardait en direction de la route, elle aperçut quelque chose briller à la lisière des arbres. C'était une tombe, vieille et effacée, recouverte de mousse et à moitié effondrée. Gravée dans la pierre à peine visible, on pouvait lire « Ici repose Evelyn Marsh, morte tragiquement en 1922. » Partie trop tôt, mais jamais oubliée. Julie se tourna vers Marc, réalisant la vérité. La dame en blanc était le fantôme d'Evelyn, une femme morte dans un accident de voiture sur cette même route, presque un siècle plus tôt. Les rumeurs disaient qu'elle attendait toujours son mari, qui avait juré de venir la chercher ce soir-là, mais qui ne l'avait jamais fait. Depuis, son esprit hantait la route, cherchant quelqu'un pour la ramener chez elle. C'était un soir d'automne ordinaire. Les feuilles mortes dansaient sous le vent froid et crépitaient sous mes pas. En aidant mes grands-parents à nettoyer leur vieille maison familiale, je fus envoyé dans le grenier pour trier quelques vieilles caisses laissées à l'abandon depuis des décennies. Le grenier était un espace sombre et poussiéreux, empli de souvenirs et d'objets oubliés.
Les poutres de bois grinçaient sous le poids des années et une odeur d'humidité ancienne flottait dans l'air. Tandis que je déplaçais des cartons remplis de livres jaunis et de vieilles photos, mon regard fut attiré par un petit coffre en bois, caché sous une pile de draps déchirés. Il était en chêne sombre, recouvert de symboles gravés dont la signification m'échappait, et fermé par un cadenas rouillé. Ma curiosité piquée, je descendis rapidement chercher une vieille clé que j'avais vue plus tôt dans un tiroir du salon, espérant qu'elle déverrouillerait le coffre. De retour dans le grenier, je pris une grande inspiration et insérai la clé dans le cadenas. Un déclic lourd résonna dans l'obscurité, et le cadenas céda. Lentement, j'ouvris le couvercle qui grinça, révélant un second coffre plus petit. Sans réfléchir, j'ai utilisé la même clé, et le second coffre s'ouvrit également. À l'intérieur se trouvait un objet enveloppé dans un tissu en velours rouge. En dépliant soigneusement le tissu, je découvris une étrange sphère en métal noir, lisse mais parcourue de motifs gravés qui semblaient changer selon l'angle sous lequel je les regardais. La sphère était froide au toucher et plus je l'examinais, plus je ressentais une sensation étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait en retour. Intrigué, je descendis avec la sphère et la montrai à mes grands-parents. Leurs visages pâlirent instantanément. Ma grand-mère s'assit lourdement sur une chaise, tandis que mon grand-père fronça les sourcils, visiblement troublé. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. Je leur expliquai l'avoir trouvé dans le coffre du grenier. Mon grand-père échangea un regard lourd de signification avec ma grand-mère avant de se tourner vers moi. Cette sphère appartenait à ton arrière-arrière-grand-père, Léonard. On pensait qu'elle avait été perdue. Il l'avait trouvée en 1888, lors d'une expédition en Égypte. Léonard n'a jamais voulu parler de cette découverte, mais on sait qu'elle a changé sa vie, et pas pour le mieux. Après être revenu d'Égypte avec cet objet, il a commencé à agir bizarrement. Il disait que la sphère contenait une force ancienne, quelque chose d'immensément puissant et dangereux. Ma grand-mère ajouta d'une voix brisée. Léonard disait que cette sphère appartenait à une civilisation oubliée, bien plus ancienne que les Égyptiens eux-mêmes. Selon lui, elle était liée à un culte secret voué à une entité nommée Nekbet, une déesse gardienne, mais aussi destructrice. Il prétendait que quiconque possédait cet artefact pouvait accéder à des connaissances interdites, mais à un terrible prix. Mon cœur se serra. Je n'avais jamais cru aux histoires surnaturelles, mais il y avait dans la voix de mes grands-parents une terreur palpable. Je tentai de rendre la sphère à mon grand-père, mais il recula brusquement, refusant de la toucher. Nous ne savons pas pourquoi, mais Léonard a fini par cacher la sphère dans ce coffre, peu de temps avant. Sa voix se brisa, avant de disparaître mystérieusement, sans laisser de traces. Cette révélation fit naître un profond malaise en moi. J'étais désormais en possession d'un objet dont l'histoire était lourde de mystère et de malédiction. Ce soir-là, je mis la sphère dans un tiroir de ma chambre, espérant que tout cela n'était qu'une suite de coïncidences. Mais depuis, chaque nuit, je fais des rêves étranges. Des visions d'un temple enfoui sous des dunes de sable, d'ombres dansantes autour d'un autel, et d'une voix lointaine qui murmure mon nom. Je crains que la sphère n'ait pas simplement été cachée pour être oubliée, mais qu'elle m'ait choisi, moi, pour révéler un secret bien plus terrible. Et maintenant, il est peut-être trop tard pour revenir en arrière. Sophie, une jeune femme de 23 ans, de nature curieuse et un peu téméraire, elle avait toujours entendu parler de l'histoire du pont, mais n'y avait jamais cru. Mais une nuit d'orage, alors que ses amis évoquaient encore une fois cette vieille légende autour d'un feu de camp, Sophie décida de prouver une bonne fois pour toutes que ce n'était qu'un mythe. Allons-y maintenant. Je vais jeter une pièce et on verra si ce soi-disant fantôme se manifeste, déclara-t-elle avec assurance. Ses amis, réticents, essayèrent de la dissuader, mais elle ne céda pas. Ils montèrent tous dans sa voiture et se dirigèrent vers la route du Bois Noir. Quand ils arrivèrent près du pont, un épais brouillard semblait se lever, malgré l'absence de pluie. L'air était lourd, presque étouffant, et la route isolée semblait déformée par la lumière des phares.
Ils sortirent de la voiture, éclairant leur chemin avec des lampes de poche. Sophie s'avança la première vers le centre du pont, regardant en bas dans les eaux noires et tourbillonnantes de la rivière. « Prêt ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois, brandissant une pièce entre ses doigts. Ses amis, nerveux, acquiescèrent sans un mot. Sophie laissa alors tomber la pièce dans la rivière. Un silence pesant suivit. Rien ne se produisit. Elle haussa les épaules, satisfaite. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, un bruit sourd résonna. Un vent glacial se leva soudainement et une silhouette émergea du brouillard sur l'autre côté du pont. C'était un petit garçon, trempé de la tête aux pieds. Il s'avança lentement vers Sophie, tendant une main osseuse et froide. « Rends-moi ma pièce » murmura-t-il d'une voix d'outre-tombe. Sophie, pétrifiée, ne parvint pas à bouger. Le garçon s'approchait, ses pas résonnant sur le bois du pont comme des coups de marteau. Puis, soudain, le garçon attrapa son bras avec une force inhumaine. « Viens avec moi » chuchota-t-il. Ses amis, voyant Sophie figée dans l'horreur, hurlèrent et se précipitèrent vers elle. Ils la tirèrent de justesse en arrière, rompant l'emprise glaciale de l'enfant spectre. Le garçon fantôme disparut dans le brouillard, mais son rire lugubre résonna encore longtemps après leur fuite. Sophie ne fut plus jamais la même après cette nuit. 1 an plus tard, Sophie disparut. Sa voiture fut retrouvée près du pont, les clés encore sur le contact. Et sur la rambarde, là où elle s'était tenue ce soir-là, une petite pièce de monnaie luisait faiblement sous la lumière de la lune. L'obscurité du grenier. La lampe de poche de Claire s'éteignit brusquement alors qu'elle explorait le grenier de la vieille maison de famille. Elle tenta de la rallumer, mais rien ne fonctionnait. En tentant de se diriger vers l'escalier à tâtons, elle entendit un cliquetis métallique. La lampe se ralluma tout à coup, illuminant une silhouette sombre et déformée dans le coin le plus éloigné du grenier. La silhouette commença à se mouvoir lentement vers elle. Claire, paralysée par la peur, réalisa avec horreur que la silhouette semblait grandir à chaque pas. La lumière vacilla encore une fois, s'éteignit définitivement. Dans le noir, la silhouette était maintenant juste derrière elle, et un souffle glacial frôla sa nuque. Claire, figée par la peur, sentit une présence froide à ses côtés, alors que la lumière se rétablissait brièvement. Elle aperçut la silhouette juste à quelques centimètres d'elle, ses contours maintenant clairs et menaçants. En un instant, la lampe s'éteignit de nouveau, plongeant le grenier dans une obscurité totale. Le cliquetis métallique se rapprocha encore, résonnant à travers l'espace confiné. La silhouette toucha son épaule avec une main glaciale. Claire, dans un dernier acte de désespoir, attrapa un vieux chandelier près d'elle et le balança au hasard. Au moment où le chandelier rencontra quelque chose, la lumière de la lampe de poche s'alluma à nouveau, révélant que la silhouette avait disparu. Le grenier était maintenant vide et Claire se retrouva seule, haletante, les mains tremblantes. Mais une inscription ancienne sur le mur attira son regard. Elle savait que quelque chose d'invisible la surveillait encore. Clara visita la maison de ses grands-parents pour trier leurs affaires après leur décès. Dans le salon, elle trouva une photo de famille accrochée au mur, capturant un moment heureux du passé. Mais à chaque fois qu'elle la regardait, elle remarquait une personne supplémentaire qu'elle n'avait pas vue auparavant. D'abord un petit garçon, puis une femme âgée, et enfin un homme mystérieux avec des yeux sombres. Inquiète, Clara inspecta la photo de plus près, mais chaque regard détourné révélait une nouvelle figure dans le cadre. En l'espace de quelques minutes, la photo était remplie de visages inconnus, leur regard fixé sur elle avec une intensité glaciale. Clara entendit un murmure à son oreille, comme si des voix chuchotaient des secrets terrifiants. Elle sentit une main froide se poser sur son épaule. En se retournant, elle découvrit que les visages des inconnus dans la photo avaient pris vie, la regardant avec une terreur palpable. Clara poussa un cri et tenta de retirer la photo du mur, mais elle était désormais scellée, la pièce s'assombrissant autour d'elle. Clara, horrifiée, tenta de retirer la photo du mur, mais ses doigts glissèrent sur la surface froide, comme si elle était scellée par une force invisible.
Les visages dans la photo semblaient se rapprocher, leurs expressions se faisant plus menaçantes. La lumière vacilla et un frisson glacial parcourut son échine. Soudain, la photo commença à se déformer, les visages s'étirant et se déformant jusqu'à ce que le cadre se brise en éclats. Les figures sorties de la photo envahirent la pièce, se transformant en spectres qui chuchotaient des mots incompréhensibles. Clara, prise de panique, chercha une issue, mais les ombres se resserraient autour d'elle. Alors que les murmures se faisaient de plus en plus forts, Lara comprit que la photo n'était pas simplement un souvenir, mais un piège. Chaque regard curieux l'avait condamnée à rejoindre les âmes emprisonnées. Les spectres l'entourèrent, et dans un cri silencieux, Clara disparut, laissant derrière elle un cadre vide et un salon désormais silencieux, marqué par une présence sinistre. Un vieil homme achète un livre poussiéreux dans une brocante. En feuilletant les pages, il découvre une note manuscrite qui dit « Ne lisez pas à haute voix ». Intrigué, il lit la première ligne du texte. Instantanément, les murs de sa maison semblent se rapprocher, les ombres dansent étrangement. Soudain, des mots écrits dans le livre apparaissent sur ses bras, gravés comme des cicatrices. Chaque ligne qu'il lit se manifeste physiquement sur son corps. Pris de panique, il tente de fermer le livre, mais ses mains sont figées, comme si une force invisible le forçait à continuer. La douleur devient insupportable alors que les mots s'enfoncent dans sa peau, sa chair. Le dernier mot écrit est son propre nom.